laisse la parole à Océane de Lyon et je vous souhaite une très agréable soirée. Déjà, un grand merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est ma première conférence, donc je suis super contente que vous soyez aussi nombreux. Et merci à l'Espace Léna et à l'association et à tous les bénévoles qui sont là ce soir pour accueillir. Donc, je m'appelle Océane de Lyon, je suis étudiante en biologie marine et écologie côtière et je fais mes études en Angleterre. Et donc ce soir, je suis venue vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est l'océan. Et voilà, je voulais vous parler un peu de la vie qu'on y trouve et de son rôle pour le maintien de la vie sur Terre, mais aussi malheureusement les menaces qui sont sur l'océan et puis qu'est-ce qu'on peut faire. L'océan, on n'y connaît pas grand-chose au final parce que c'est loin, c'est profond, on n'y vit pas et on a commencé à l'explorer et on a commencé à le connaître bien plus tard que les systèmes terrestres. Donc on ne connaît pas grand-chose en final. Il faut s'imaginer qu'il y a une bouteille d'eau et que toute l'eau dedans, c'est toute la connaissance de l'océan, tout ce qu'il y a sur l'océan. Parce que nous, l'être humain, on connaît, c'est une petite gorgée de cette bouteille d'eau. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous donner une petite goutte de cette gorgée et j'ai envie vraiment vous donner une introduction de moi, ce que je sais et ce qui me passionne. Je voulais commencer par cette photo, donc c'est des baleines à bosse qui ont été prises aux îles Tonga. Parce que quand on a fait la promo sur Facebook de l'événement, on m'a dit est-ce que tu peux choisir une photo de l'océan pollué ou un truc comme ça. Sauf que moi, c'est pas du tout l'image que j'ai de l'océan en fait. L'océan, ouais, il est pollué, mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Moi, ce que je veux vous partager, c'est ça, c'est la vie, c'est trop beau. Et deuxièmement, les baleines à bosse, c'est un peu celles qui m'ont amenée sur le chemin de la biologie marine. J'ai eu la chance de les voir à Hawaï en voyage avec mes parents quand j'étais plus jeune. Et en fait, quand je les ai vus, je me suis dit, ouais, il faut trop que j'étudie la biologie marine, je veux les protéger, c'est juste incroyable. Donc ça a été un peu mes guides, et si je suis là ce soir à vous parler, c'est un peu grâce à elles. Et donc quand je suis allée faire mes études en Angleterre, j'étais là, je veux étudier les baleines, je veux protéger les baleines, c'est ça, c'est ma vie. Et c'est un peu comme si un jour vous goûtez des fraises et vous vous dites elles sont trop bonnes les fraises. Je vais aller au marché et je vais aller m'acheter des fraises. Et puis vous arrivez au marché et il y a plein de fruits en fait. Il y a plein de fruits, c'est trop bon, c'est trop beau. Et en fait les baleines c'était mes fraises et le marché c'était ma fac. Et je suis arrivée à la fac et je me suis dit non, la biologie marine c'est pas que les baleines, c'est un monde incroyable. En effet dans l'océan, il y a à peu près 200 000 espèces qui sont décrites. On pense qu'il y en a 2 millions. Il resterait 91% des espèces à découvrir. Et ça, c'est parce que l'océan, on dit 70% de la surface de la Terre, mais c'est pas que de la surface, c'est très profond. L'océan, ça fait 3-4 km de profondeur à peu près. Et donc, c'est 90% en fait, de ce qui est habitable sur Terre. La vie, elle a apparu il y a 3,5 milliards d'années sur Terre. Enfin, dans l'océan, c'est 7 fois plus ancien que ce qui est apparu sur Terre. Donc vraiment, la diversité qui s'est installée, qu'on peut trouver dans l'océan est juste énorme. Donc on parle souvent du plus grand animal comme la baleine bleue, qui peut faire jusqu'à 33 mètres de long. Cette photo, je ne sais pas si vous l'avez vue récemment dans les infos, c'est Flucker. C'est une baleine bleue qui est en Méditerranée. Si vous voyez bien, elle n'a pas de queue. En fait, il y a la première moitié de la queue qui avait été coupée par un engin de pêche. Et là, il y a la deuxième moitié en fait, qui a été coupée aussi. Et on la voit, elle est super maigre, super affaiblie. Et on pense qu'il lui reste quelques jours. C'était les petites histoires derrière cette magnifique image. Parce que la baleine bleue, c'est, on dit, le plus grand animal. Mais en vrai, le plus grand animal qui a été trouvé dans l'océan, c'est lui. C'est le siphonophore. C'est un peu de la cousine, c'est un peu de la famille des méduses. Il fait 45 mètres de long. Ce serait ça l'animal le plus long au monde, plus grand que n'importe quel dinosaure, etc. Et donc on a du très grand et on a aussi du très petit. On a le plancton, que vous voyez un peu au milieu. Le plancton, c'est des micro-organismes qu'on trouve à la surface de l'océan et qui se laissent porter par le courant. Ils ne peuvent pas nager contre le courant. Et c'est des larves, c'est des micro-algues. Et c'est vraiment tout petit.
Et c'est à la base de toute la chaîne alimentaire. C'est à la base de l'océan. Sans ça, il n'y a pas d'océan en fait. Il n'y a pas de vie dans l'océan. Et après, voilà, la diversité dans l'océan, j'ai pas pu tout mettre. Il y a des choses vraiment tellement magnifiques. La première image, c'est les diatomées. C'est ce qu'on trouve c'est du phytoplancton, donc c'est des petites microalgues. Et après, voilà, on a des éponges, on a des méduses. Ça, c'est un ver plat. Ça, c'est un autre ver qui s'appelle arbre de Noël. Là-bas, c'est des nudibranches. On a un nautilus, une grosse crevaine. Ça, c'est de la famille des étoiles de mer. Ça, c'est le requin pèlerin. Il fait très peur comme ça, mais il se nourrit que de petits planctons tout petits. Après, il y a des raies, on a des poissons. Là, c'est un poisson pêcheur qui vit dans les abysses. Donc, les abysses, c'est à 3-4 km de profondeur, il n'y a pas de lumière. Et même à 3-4 km de profondeur, il y a de la vie. Et c'est pour ça aussi qu'on ne connaît pas toutes les espèces, parce que aller à 3-4 km de profondeur, nous, on n'y arrive pas vraiment. Il y a quelques sous-marins qui y sont allés, mais c'est très compliqué. Et puis après, on a des reptiles, on a des oiseaux et puis on a des mammifères marins. Mais surtout, c'est que toutes ces espèces, elles sont toutes interconnectées. Tout dans l'océan est super connecté. On ne parle pas d'une chaîne alimentaire pyramidale, mais on parle vraiment, en anglais on dit food web, c'est vraiment une toile où chaque espèce impacte l'autre. Que ce soit de la prédation, de la compétition, que ce soit même pas de l'entraide, mais ouais, c'est ça, des relations qui sont positives entre les espèces. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pour vous montrer que tout est connecté et qu'à partir du moment où on va impacter une espèce, on en impacte beaucoup plus. Et ça m'amène à l'autre point, c'est qu'on parle bien d'un seul océan. Et souvent on dit des océans, je vais peut-être faire l'erreur quand je parle de dire des océans, mais c'est bien un seul océan, tout simplement parce que toute l'eau, elle bouge, que ce soit en profondeur, en surface. À gauche, vous avez le schéma un peu des courants de profondeur, donc chaud à la surface et froid en profondeur. Ça met à peu près 1000 ans pour faire tout un tour. Mais vraiment, l'eau que vous avez au Pacifique Nord, vous allez retrouver au fond de l'océan Indien. Tout est connecté. Et pareil en surface. Par exemple, nous on est ici, et vous voyez, on est à la même latitude que le Canada. Et pourtant, on n'a pas du tout le même climat que le Canada. Et ça, c'est grâce au Gulf Stream qui vient d'ici et qui vient ramener de l'eau chaude, qui va réchauffer l'air et qui va nous apporter notre climat qu'on a ici. Donc j'insiste vraiment, c'est un océan, tout est super, super connecté. Bon, après, l'océan, souvent, nous, c'est un peu la vue qu'on a de l'océan, vu qu'on n'y vit pas. Et on l'imagine un peu comme ce gros truc bleu, cette grosse masse d'eau, et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Alors oui, on plonge, pas tout le monde, hein. Et encore, on plonge pas très très profond comparé aux 3-4 km. Sauf que l'océan, dire que l'océan c'est ça, c'est comme dire que sur Terre il n'y a que de l'air. Sauf que sur Terre, il y a des forêts, il y a des savanes, il y a des montagnes, il y a différents écosystèmes. Et dans l'océan, c'est exactement pareil. Et en fait, dans l'océan, c'est ces écosystèmes, ce que j'appelle des habitats, qui vont créer de la structure et de la complexité dans l'environnement. À partir du moment où vous avez de la structure et de la complexité dans l'environnement, ça va permettre à plusieurs espèces de cohabiter. C'est simple. Nous, on vit dans de l'air, mais on a une maison, on a une chambre où on peut dormir, une cuisine pour se nourrir, etc. Dans l'océan, je veux dire que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que plus il va y avoir de complexité, il va y avoir d'habitat, il y a des espèces qui vont pouvoir se protéger des prédateurs, il y a des espèces qui vont pouvoir aller se nourrir, d'autres qui vont aller pouvoir se reposer. Il y en a même qui vont pouvoir se faire nettoyer. Donc là, c'est une station de nettoyage. C'est vraiment sur les coraux, il y a des endroits où les tortues vont se poser et il y a des poissons qui viennent les nettoyer. Donc vraiment, ces habitats, sans ces habitats, il n'y a pas de biodiversité dans les océans. C'est vraiment cette structure qui va être primordiale pour le maintien de la biodiversité. Donc à gauche, vous avez les coraux. Donc on parle beaucoup de la grande barrière de corail, en Polynésie française aussi, etc. Et un peu partout. Puis à droite, vous avez tout ce qui est mangrove. Mais il y a aussi tout ce qui est herbier marin. Et puis les forêts de macroalgues. Donc si vous allez en Bretagne et que vous êtes sur la plage et qu'il y a plein d'algues et que vous êtes blasé, vous avez l'impression qu'il y a des trucs qui vous touchent les pieds, c'est chiant. Un peu plus loin, il y a une forêt sous-marine en fait. Il y a une forêt sous-marine et là, ça c'est une photo que j'ai prise quand j'étais au Chili un peu plus tôt cette année où je plongeais là-bas.
Et c'est juste, partout, il y a de la biodiversité, que ce soit sur le sol, ce qu'on appelle le benthos, sur le sol, entre tout. En fait, ça crée de la structure et ça crée de l'habitat. Mais chez nous, on n'a pas de coraux, on n'a pas de mangroves, on n'a pas des forêts comme ça. Mais on a quand même quelque chose d'exceptionnel. On a le gouffre de Cap-Breton. Donc c'est un canyon sous-marin qui va jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Et puis c'est de la roche. Le Port-Vieux à marée basse, c'est de la roche. Et à partir du moment où il y a de la roche, ça fait quand même de la structure. Il y a des cavités où vous pouvez retrouver des poulpes et d'autres organismes. Et puis sur la roche, il y a des algues qui peuvent se mettre. Et puis les algues vont attirer des poissons herbivores. Et ça va pouvoir créer un écosystème. Et sur cette roche, on peut trouver d'autres choses. Alors à gauche, j'ai mis, c'est tout petit comme ça, mais ça s'appelle des nudibranches. C'est trop mignon, vraiment, ça ressemble un peu à des petites limaces. Ce qu'on voit là, c'est leur branchie, en fait, elles respirent par les petits trucs que vous voyez. Et puis après, on a du beaucoup plus gros. On a des cétacés. Donc il y a plusieurs personnes qui Chacharima ce soir, qui est l'association qui s'occupe d'étudier et de préserver les cétacés de la région. Et donc, d'ailleurs, la photo a été prise par Anouk. Et donc ici, on ne pourrait pas forcément croire, mais on a 16 espèces à peu près de cétacés sur 86 dans le monde. Les plus communs qu'on voit ici, c'est le dauphin commun, le dauphin bleu et blanc, le grand dauphin, le globicéphale. Mais avant-hier, il y a des cachalots qui ont été vus. Il y a une vidéo de baleine à bosse qui a été vue à Cap-Breton. Il y a des orques qui ont été vus au large de Cap-Breton. Et j'ai eu la chance, avec certains qui sont dans la salle, d'observer des baleines à bec. Pour vous dire, sur Wikipédia, c'est un dessin de la baleine à bec. Elle est très peu observée, il n'y a pas beaucoup de photos. La seule image que j'ai l'impression que c'est un peu une reconstitution. Ça ressemble à ça. C'est un genre de grand dauphin qui fait peut-être 7-8 mètres de long. Et on en a vu avec l'équipe Ichacharima et c'est quelque chose. C'est très très fort comme moment parce qu'elles sont vraiment pas souvent vues. Et de les voir, c'est quelque chose de magique. Et donc on prend souvent pour acquis ce qu'on a. On habite ici et ça a toujours été là, donc on prend pas forcément le temps d'explorer. Donc j'habite ici depuis que j'ai 3 ans, ça fait que 2 ans que je sais qu'on a des dauphins. C'est le premier été où je fais de la plongée ici, alors que j'ai plongé dans d'autres pays, je suis allée voir à Hawaï les baleines à bosse et les dauphins, alors que j'en ai à la maison. Et donc c'est très facile de prendre pour acquis ce qu'on a ici. Et c'est un peu pareil pour l'océan. On prend un peu pour acquis l'océan, c'est-à-dire qu'il est là, il a toujours été là, et au final, on ne sait pas trop ce qui nous apporte, ou on commence à comprendre vraiment en quoi il nous est indispensable. Et s'il y a bien quelques raisons pour lesquelles l'océan est vraiment indispensable à la vie sur Terre en général et aussi à nous-mêmes, c'est pour l'oxygène. Je vous parlais du plancton qu'on trouve en surface, ces petites microalgues qui flottent, etc. Et ça représente moins d'1% de la biomasse qui fait de la photosynthèse sur Terre. Donc comparé à toutes les forêts, etc., c'est vraiment ridicule en termes de quantité en biomasse. Sauf que c'est 45% de notre oxygène. Donc une respiration sur 2 que vous faites là, ça vient de l'océan. Et rien que pour ça, ça sert à rien de chercher même d'autres utilités à l'océan. Parce que rien que le fait qu'on soit là à respirer, c'est grâce à lui. Puis après, l'océan, il fait aussi tampon. C'est-à-dire qu'il absorbe le CO2, il absorbe la chaleur. Et donc, si on a le climat sur Terre aujourd'hui qui est vivable, plus ou moins, de moins en moins, c'est grâce à l'océan qui va capter ce CO2 et qui va capter cette température. Et qui va du coup réguler le climat, comme je vous ai expliqué avec le Gulf Stream qui vient réchauffer ici. Et après, forcément, si on prend le côté alimentaire, si on prend culturel, sportif, l'océan, il nous est indispensable à nous, êtres humains, en quelque sorte. Mais j'ai pas envie de mettre une utilité de degré culturel ou alimentaire sur l'océan parce que, pour moi,
tout ne devrait pas avoir utilité pour l'homme sur Terre, et juste qu'on puisse respirer grâce à lui, ça suffit. Pour moi, c'est assez de se dire que c'est indispensable. Mais malheureusement, il est bien menacé, l'océan. Même si on en parle beaucoup moins, on en parle de plus en plus, mais on en parle quand même beaucoup moins que d'autres choses. On parle beaucoup du dérèglement climatique, de la déforestation, etc. Mais l'océan, ça vient toujours en second plan. C'est pas forcément ce dont on parle en premier. Sauf que, il est bien menacé. Et là, je voulais vous demander un peu, pour vous, quelle est la menace, ou quelles sont les menaces, à votre avis, qui sont les plus grosses sur l'océan? Qu'est-ce qui menace le plus la biodiversité et l'océan? Le réchauffement climatique, Ouais. pollution, La pêche, la survie, Le plastique. Ouais. L'industrie. Quelle industrie? Plastique. 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 L'agriculture. l'âme. Donc nous, dans mes études, ce qu'on nous apprend, et un peu dans le monde un peu environnemental qui travaille sur ça, c'est ce que j'appelle un peu les Big Five. Il y en a 5 qu'on nous apprend, et pas qu'on nous les classe, mais limite, quoi, et puis on les rabâche. C'est vraiment les 5. Donc je vais vous en parler. Et la première, personne n'en a parlé, et pourtant c'est vraiment celle qu'on nous dit, c'est vraiment la plus grosse menace. C'est ça, c'est la destruction et la perte de l'habitat. Donc ces habitats dont je vous parlais tout à l'heure, les coraux, les mangroves, les forêts, etc., l'équation elle est simple, si vous les enlevez, il n'y a plus de biodiversité qui peut y vivre. Qu'est-ce qui cause cette destruction et cette perte? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est engin de pêche à impact physique sur l'environnement. Donc, si on prend le chalut de fond, par exemple, le chalut de fond, vous avez le sol, vous mettez un filet et puis vous raclez le sol. Donc, forcément, ça détruit tout. Et ça, on ratisse plusieurs fois par an. Donc, ça peut pas repousser, ça peut pas se reconstruire. Après, il y a tout ce qui est déforestation. On parle de la déforestation sur Terre, mais la déforestation sous-marine, elle existe aussi. Ici, vous avez la mangrove qui va être exploitée pour le bois ou pour mettre des fermes de crevettes à la place. Et puis ici, vous avez une forêt sous-marine, pareil, qui a été enlevée. Quand j'ai été au Chili, là, je plongeais dans ces forêts et c'est flagrant. Vous plongez dans une forêt qui est intacte, qui est saine, et vous avez une biodiversité incroyable. Puis vous faites quelques mètres, là où les pêcheurs sont passés, où ils ont retiré, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de vie. Et donc c'est cette perte qui est vraiment qui menace la biodiversité. Et on estime à peu près à 30-35% de ces habitats qui ont disparu dans le monde. Et puis après, tout ce qui est construction côtière, à partir du moment où vous construisez quelque chose, là où il y avait un environnement naturel, l'environnement naturel il disparaît. Tout ce qui est dragage pour le sable, tout ce qui est pour les minerais, etc. Donc ça c'est la première. Je me suis promis que ce serait pas trop long parce que j'ai pas envie de vous déprimer trop. Mais on va dire que c'est un peu un état des lieux. Que si on veut faire des travaux, il faut faire un état des lieux. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ce sera pas trop long, mais c'est nécessaire. En deuxième, on a la surexploitation, donc j'ai entendu surpêche, etc. La pêche, c'est une question très très complexe dans laquelle je suis pas spécialiste, c'est vraiment très compliqué. Mais pour vous donner une idée, en 1996, on a pêché 86,4 millions de tonnes de poissons. Depuis, c'est en déclin.
On est en dessous des 80 millions de tonnes de poissons chaque année depuis 2008. Et c'est pas du tout parce qu'on pêche moins, c'est parce qu'on peut plus, on peut pas pêcher plus. C'est vraiment qu'on a pêché tout ce que l'océan pouvait donner cette année-là. Et que on repêche, les stocks n'ont pas le temps de se reconstruire. Et donc, bon, il y a 90% des stocks qui sont surexploités sur Terre, enfin dans l'océan. On met beaucoup plus d'argent du coup, beaucoup plus de temps pour aller pêcher et pour aller pêcher moins en plus. Après, je mets pas toute la pêche dans le même sac. Là, c'est une photo d'une pêche industrielle où c'est des chaluts qui tirent des filets de kilomètres pendant des heures. Il faut s'imaginer. Et après, ils font le tour, ils déversent tout sur le bateau, et puis c'est à la chaîne, et puis on trie tout. C'est vraiment c'est une industrie dans l'eau. Après, vous avez la pêche un peu plus artisanale, etc. Qui, je dis pas qu'elle elle est parfaite non plus, mais vraiment la pêche industrielle, c'est le plus gros problème de la surpêche. Et puis après, il y a une autre surexploitation dont je voulais vous parler. Est-ce que vous savez ce que c'est sur cette image? Les ailerons de requin. Ouais. Des ailerons de requin. Est-ce que vous savez combien de personnes meurent chaque année par une attaque de requin? Qui meurent, hein, vraiment pas une attaque, pas exactement ce que j'allais dire, mais... Ouais, c'est ça, c'est 6. 6 personnes environ chaque année meurent d'une attaque de requin. Maintenant, est-ce que vous savez combien de requins sont tués chaque année? 6 millions. Combien? 6 millions. C'est 100 millions de requins qui sont tués chaque année. C'est 11 000 toutes les heures. Et pourquoi? Pour leurs ailerons. L'aileron de requin, c'est un commerce incroyable en Chine. C'est quelque chose de gastronomique, de la soupe d'aileron de requin. Ça donne envie, je sais, mais c'est 100 € le kilo d'aileron et la viande de requin, c'est 1 € le kilo à peu près. Donc en fait, ils pêchent le requin, ils enlèvent l'aileron et puis ils relâchent le requin. Autant vous dire que le requin, il ne survit pas. Sauf que c'est pas que la Chine la Chine achète à des pays. C'est pas la Chine qui va pêcher. Il y a vraiment tout un commerce. Au niveau de la France, je saurais pas dire comment on se situe, mais il y a déjà des trucs qui sont basés sur Facebook avec du requin à Intermarché. Je me rappelle, il y a 8 ans, il y avait un restaurant rue Mazagran qui faisait des burgers. Il y avait le Sharky. C'était un steak de requin. Il n'y est plus, hein, et je crois que le resto a changé. Mais donc il y a la pêche de requins, voilà. Et puis il y a aussi la protection côtière. Donc à La Réunion, par exemple, si je prends le cas du coup de la France, où il y a eu quand même beaucoup plus d'attaques, pour différentes raisons, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails des attaques de requins, mais du coup la pêche de requins est légale à La Réunion. Donc les requins tigres, les requins blancs, les requins bulldog, on peut les tuer, on peut les pêcher, c'est normal. Parce que c'est les méchants. C'est les méchants, donc on va les tuer. Sauf que si vous allez dans la savane et que si un gars va dans la savane et qu'il se fait manger par un lion, tout le monde va dire il n'a pas qu'à aller là-bas, quoi. Vous n'allez pas tous aller à la savane et tuer tous les lions parce qu'il a mangé un humain. Le requin en soi c'est pareil, on va dans son élément, on va dans son environnement. Le requin c'est pas un mangeur d'hommes. À chaque fois qu'il y a une attaque, c'est vraiment le requin, il essaye, il a faim, les conditions ne sont pas forcément les meilleures. Il essaye et jamais il y a eu un mort parce que quelqu'un s'est fait manger entièrement par un requin. C'est toujours parce qu'on perd trop de sang. Et si ça vous intéresse, il y a ce super documentaire de Rob Stewart qui s'appelle Sharkwater Extinction. Et il y en a 2, et ça c'est le 2e. Et il explique que tout ce qui est aileron de requin, etc., c'est pas que la Chine, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites dans les boîtes de thon, dans les fish and chips, dans les croquettes pour chat.
bah, le poisson, c'est pas toujours du poisson. Ou alors c'est du gros poisson, c'est du requin. Après, la troisième menace, c'est les invasions biologiques. Donc, personne n'en a parlé ce soir parce que on s'en rend pas forcément compte. Qu'est-ce que c'est? En fait, une espèce invasive, c'est quand une espèce qui est non native dans un système, elle va se retrouver dans un autre système et que va pas avoir de prédateur parce que elle a jamais été ici, donc ça n'a pas évolué en fonction d'elle. Elle va réussir à capter toutes les ressources et elle va réussir à être dominante au niveau de la compétition, de l'habitat, etc. Donc si une espèce invasive comme ça, elle arrive à s'implanter, si elle arrive à s'implanter et à dominer, elle va proliférer, et là c'est au détriment des autres espèces. Donc j'ai mis l'exemple du poisson-lion qui est en Méditerranée. En 2 ans, il y a à peu près moins 65% de certaines populations de poissons parce que vous plongez en Méditerranée, vous êtes content, vous voyez du poisson-lion. Vous voyez du poisson-lion. Et du coup, au niveau de la biodiversité, la biodiversité diminue énormément en termes de nombre d'espèces, etc. Après, il y a la pollution dont vous avez parlé, beaucoup de pollution plastique. C'est souvent celle qu'on met quand on pense à la pollution, c'est souvent celle à laquelle on pense. Sauf que nous, dans les Big Five, on ne nous en parle pas de la pollution plastique. C'est pas si important par rapport aux 5 autres. Je suis d'accord, c'est la pollution plastique. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez déjà un peu tous. C'est 8 millions de tonnes chaque année dans l'océan. Et puis, vous avez déjà vu des vidéos, des photos d'animaux qui s'en mêlent avec l'estomac rempli, etc. Puis avec les UV, avec les vagues, l'érosion, ça se détruit, ça fait un microplastique, ça rentre dans la chaîne alimentaire, on en mange. On mangerait l'équivalent d'une carte bleue chaque année en plastique. Donc je ne fais pas de dessin pour le plastique, on connaît un peu. Mais il y a une pollution dont on ne parle pas forcément et qui est vraiment la pollution qu'on met un peu en priorité. C'est celle-ci, c'est la pollution chimique en nutriments, en excès de nutriments. Tout ce qui va être nitrate et phosphore qui vient des engrais agricoles. Tout ce qui va être engrais agricole, donc là c'est une photo du golfe du Mexique, au niveau des États-Unis, de la Floride. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est des algues. En fait, quand il y a des engrais qui vont arriver dans l'océan, dans les cours d'eau, etc., les algues vont se développer parce qu'elles ont besoin de nitrate, elles ont besoin de phosphore pour se développer. Sauf que va y avoir des algues qui vont parfois être toxiques, mais surtout c'est que ces algues qui vont grossir, un jour elles vont mourir. Et elles vont être décomposées. Et elles vont décomposer par des bactéries. Ces bactéries, elles vont prendre de l'oxygène pour décomposer l'algue. Donc vous vous retrouvez avec des systèmes où il n'y a plus d'oxygène. Donc on parle de zones mortes. Et là pareil, l'équation elle est simple, vous n'avez plus d'oxygène, vous n'avez plus de vie. Donc la pollution chimique de nitrate et de phosphore, ça crée des zones mortes un peu partout dans le monde. Là c'est vraiment à une échelle incroyable, mais parfois on a des épisodes comme ça en Bretagne, partout en fait où il y a des terres agricoles et ça finit dans l'océan. Donc c'est vraiment pareil, une des menaces principales, malheureusement. Et puis après il y a celle dont tout le monde a déjà entendu parler, changement climatique. Là aussi je vous fais pas de dessin, émissions de gaz à effet de serre, CO2, méthane, activité humaine, etc. Sauf que comme je vous l'ai dit au début, l'océan il agit comme un tampon. Donc il va absorber le CO2, il va absorber la chaleur. Sauf que la température de l'eau, quand même, ça compte pour les espèces qui y vivent. Et au niveau physiologique, ça va être important. Au niveau physiologique, ça va être très important pour les espèces pour qu'elles se développent. Et donc par exemple, on va avoir des espèces qui vont du coup aller vers des latitudes plus froides, donc vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. Donc par exemple, là où je fais mes études en Angleterre, ça ressemble un peu à la Bretagne. Il y a des espèces qu'on a ici dans les eaux un peu plus chaudes qui dans quelques années vont se retrouver en Angleterre. Ça fait penser aux espèces invasives, qui du coup il y a des espèces qui ne sont pas natives dans un système qui vont se retrouver dans un autre système. Et là aussi ça va dérégler l'écosystème. Et puis le CO2.
Le CO2, il est emmagasiné par l'océan. Et on va parler d'acidification des océans. Donc le pH va diminuer. Sauf que le pH, il est très important pour toutes les espèces qui ont besoin de carbonate de calcium pour construire, que ce soit leur coquille, que ce soit leur carapace, etc., les coraux. Ils ont besoin de cet élément qui va être en beaucoup plus faible quantité quand le pH va diminuer. Ici, vous avez des coccolithophores, donc c'est vu au microscope. C'est très très joli, c'est des petites algues, c'est des micro-algues qui font partie du plancton, qui font partie du phytoplancton qui produisent 45% de l'oxygène. Sauf que plus le pH il va être acide, enfin il va être bas et l'océan va être acide, plus ça va être compliqué pour ces petites algues de se former. Et là, ça impacte directement notre oxygène. Donc c'est vraiment réchauffement de l'eau et acidification des océans qui vont causer des problèmes. J'ai mis cette image très marquante, voilà, la fonte des glaces, ça va impacter les courants. Enfin, je peux même pas tout dire de l'impact du réchauffement climatique sur l'océan. Mais surtout, c'est que les menaces, elles vont agir en synergie. C'est pas une menace ou l'autre. Comme vous avez bien vu, le réchauffement climatique, il peut inclure ça peut créer de l'invasion biologique. On parle de blanchissement des coraux. Les coraux, c'est des petits polypes, c'est des animaux, les coraux. C'est des petits polypes qui font un peu partie de la famille des méduses. Enfin, la même classe. Et à l'intérieur, il y a des petites algues avec qui ils sont en symbiose. Et ces algues, elles vont faire la photosynthèse et elles vont donner à manger au corail. Sauf que quand il fait chaud, le polype, il va éjecter l'algue. Et c'est pour ça qu'on parle de blanchissement du corail. Il fait trop chaud, donc toutes les algues sont enlevées. Donc le corail n'a plus à manger. Donc le corail meurt. Et on retourne sur nos pattes à la destruction et à la perte de l'habitat. Donc toutes ces menaces vraiment sont en synergie et c'est pas l'une ou l'autre. Mais il y a quand même une sixième menace qu'on ne nous apprend pas du tout. C'est pas quelque chose qu'on nous dit quand on parle des Big Five. Ça fait pas très longtemps que je l'ai inclus dans mes Big Five plus 1. C'est vraiment... j'ai entendu quelqu'un en fait en parler et je me suis dit il a tellement raison. Et en fait c'est François Sarano qui est un océanographe. Un jour on lui a dit pour vous c'est quoi la menace la plus importante pour l'océan? Est-ce que c'est la surpêche? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est le plastique? Et il lui a dit non, c'est aucun de tout ça. La plus grosse menace, c'est l'indifférence de l'être humain. C'est notre déconnexion au monde vivant et c'est cette perte de sensibilité à ce qui est en train de se passer. Et il en parle justement très bien dans ce bouquin, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage. Et il explique que si on n'était pas autant déconnectés du monde vivant, les 5 autres, elles n'existeraient pas en fait. Et c'est vraiment celle-là qui est un peu à l'origine des autres. Ça va? Ça va. C'était ce matin que j'ai vu cette photo. C'est la lune. Et c'était ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, la lune et le lever du soleil. Et l'océan était super calme. Et je suis allée le voir pour me préparer un peu à ce soir. Et je dis, c'est trop beau. Du coup, je vais partager avec vous ça. Du coup, c'est ça. Donc, on a fait l'état des lieux. C'est pas ouf. Il y a un peu de travaux à faire. Maintenant, c'est par quoi on commence. Par contre, je ne suis pas conductrice des travaux. Je ne suis pas là pour vous dire la plomberie, il faut faire ça, ce mur, il faut le casser. Moi, je suis plus là en tant qu'agent immobilière. Je connais un peu le truc, je peux vous aider. Mais je ne suis pas du tout là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je ne suis pas là pour vous donner la leçon, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Mais je suis vraiment là pour vous donner un peu des pistes de ce qu'on peut mettre en place. Et ça me fait penser à une citation que je pense que la plupart connaissent, de Gandhi, qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est ça, c'est commencer à regarder aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous faites. Certes, on peut agir à l'échelle nationale, on peut agir à l'échelle globale, même municipale, mais je pense que ça commence par une échelle qui est personnelle.
Et que si on veut mettre les choses en place à une très grande échelle, si nous on ne commence pas à changer, comment vous voulez que le reste y change? Il y a déjà deux choses, c'est qu'on est consommateur et qu'on est citoyen. Ce dont je vais parler, ça ne concerne pas forcément l'océan. Comme vous avez vu, il y a tout qui est relié. Ce qu'on fait sur Terre, ça impacte l'océan. Donc c'est pareil pour nos activités. Les activités qu'on a sur Terre, elles peuvent avoir un impact sur l'océan. Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on a besoin de consommer de la viande qui émet autant de CO2 et autant d'eau? Est-ce qu'on ne peut pas consommer quelque chose qui est plus bio, où là on va agir sur l'impact des engrais qui sont déversés et qui créent des zones mortes? Est-ce qu'on ne peut pas aussi consommer quelque chose qui est plus local, parce que ça va éviter du transport, donc ça va éviter des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on a besoin de s'acheter autant de vêtements qui consomment autant d'eau, ou d'objets rares, le dernier iPhone, ou n'importe quel objet qui demande des ressources, de l'extraction de minerais, etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Au niveau du logement, il y a plein de choses à faire. Et puis en tant que citoyen, c'est vrai qu'il y a le bulletin de vote. Est-ce que c'est pas, on ne peut pas soutenir des personnes qui ont vraiment ça à cœur dans leur programme, qui veulent vraiment, qui mettent la nature, le monde vivant au centre de leur priorité. Et puis plus que le bulletin de vote, est-ce que nous, on ne peut pas s'engager aussi à notre échelle dans des initiatives pour créer des choses et créer de la synergie et créer du mouvement avec notre temps et aussi avec notre argent? Est-ce qu'on ne peut pas aider des associations? Est-ce qu'on ne peut pas donner du temps à des associations? Après, il y a deux choses sur lesquelles je veux vraiment un peu insister et qui, là, je pense, ont plus un impact direct sur l'océan. Premièrement, le plastique. Est-ce vraiment un problème? Comme je vous ai dit, l'image, elle est... ce que je vous ai expliqué, c'est un vrai problème, le plastique. Ça, je dis pas qu'on devrait continuer comme on est en train de faire. Et il y a plein d'initiatives qui existent. Il y a les ramassages de déchets, vous en avez parlé, Clémentine l'a présenté au début, ramassage de déchets, limiter le plastique à usage unique avec le vrac, en utilisant une gourde, en amenant ses contenants. Il y a plein de choses à faire avec le plastique. Mais donc je dis un grand oui à tout ça, mais je dis un grand non, là on s'arrête là. C'est-à-dire que pour moi le plastique c'est un peu la piste verte, quoi. C'est mettre tout ça en place, c'est des choses qui ne nous demandent pas de nous bousculer vraiment dans nos habitudes de vie. C'est super de le faire, je dis pas le contraire, je le fais aussi. Mais je pense que c'est la piste verte, la piste bleue, et que à un moment, faut aller sur la piste rouge, quoi. Par contre, allez pas sur la piste noire si vous avez jamais fait de ski. Essayez pas de mettre en place des choses si vous n'avez pas l'habitude. Mais vraiment, le plastique, il y a eu un peu cette peur à un moment donné, il y a eu des articles scientifiques qui sont sortis en mode tout le monde se concentre sur le plastique et tout le monde oublie le reste. Tout le monde oublie la surpêche, tout le monde oublie le changement climatique. Et on se donne bonne conscience parfois en juste réduisant notre plastique. Et puis après, il y a le poisson. On en mange ou on n'en mange pas du poisson. Pareil, je ne suis pas là pour vous dire mangez pas de poisson ou voilà. Ça, c'est un choix personnel que tout le monde est capable de faire. Mais si vous voulez le faire, faites-le bien. On entend parler de consommer des fruits et légumes bio, locaux, on va chez notre producteur. Le poisson, il faut le voir un peu pareil en fait. Le poisson, les espèces qu'on a ici, c'est pas forcément les espèces qu'on a en Bretagne et c'est pas forcément les espèces qu'on a en Méditerranée. Et puis les espèces qu'on a en été, c'est pas forcément les espèces qu'on a en hiver. Et là c'est pareil. Si vous voulez consommer du poisson, le mieux c'est de le consommer qui a été pêché ici. On habite près de la mer, on a des pêcheurs qui travaillent, des petits pêcheurs, pas de la grosse pêcherie industrielle que vous retrouvez dans les supermarchés. Je veux pas dire pas quoi faire, mais les supermarchés, s'il vous plaît, évitez au maximum. Essayez d'acheter du poisson qui est local, qui est trouvé ici et qui a été pêché avec des engins de pêche
bien, quand je dis bien, c'est qui n'ont pas d'impact physique sur l'océan, qui sont assez sélectifs dans les espèces qu'ils vont prendre et puis qui ne fait pas de prise accidentelle. Tous les beaux dauphins qu'on a vus, qu'on voit en photo et qu'on a la chance d'avoir ici, je ne sais pas si vous suivez un peu, mais pendant l'hiver, de janvier à mars, c'est l'hécatombe sur la façade atlantique. On en voit plein échouer. Et bon, c'est la tempête. Oui, ils savent pas nager les dauphins, donc quand il y a un peu de vent, ils finissent sur le sable. À 95%, ils ont des marques d'engins de pêche. Donc vraiment, les engins de pêche qui sont sélectifs, n'ont pas d'impact physique et qui n'ont pas de prise accidentelle, c'est ça à favoriser. Au niveau de la taille, c'est pareil, plus un poisson il est grand, plus il aura eu la chance de se reproduire. Et puis après, où l'acheter, c'est pareil, en circuit court c'est le mieux, chez le poissonnier, en AMAP ou directement chez le producteur. Donc il y a l'association Pleine Mer qui a fait une cartographie en France avec tous les circuits courts où vous pouvez acheter le poisson. Et puis après, pour le reste, pour quel poisson, période, taille, vous vous dites sûrement, je fais comment pour avoir tout ça comme information. C'est là que j'arrive. Avec l'association du Pucha Charima, on est en train de créer, c'est le guide de consommation des ressources de la mer de la côte basque-hollandaise. Donc vraiment, on espère le sortir d'ici la fin de l'année et pouvoir le distribuer gratuitement avec quelles sont les espèces qu'on a ici, à quelle saison vous pouvez l'acheter, où est-ce que vous pouvez l'acheter, quelles sont les méthodes de pêche que vous devez soutenir. Et donc voilà, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur et j'espère que d'ici la fin de l'année, il sera sorti. Et donc, vous pourrez faire votre choix beaucoup plus facilement. Un petit peu d'optimisme dans tout ça. Il y a un superbe article qui est sorti en avril 2020. J'étais confinée au Chili. Il y a pire, je sais, mais j'étais confinée et du coup ça m'a fait de la lecture. Qui a été publié dans la revue Nature, qui est un peu la revue incroyable de la science. Et ils expliquent en fait qu'on parle souvent de conserver, protéger l'océan, etc. Mais que cette notion, il faudrait qu'on la dépasse. Et qu'il faut qu'on arrête de juste vouloir protéger et conserver ce qui reste, parce que c'est déjà dans un état un peu cata. Et que ce qu'il faut, c'est qu'on dépasse ça et qu'on arrive à ramener de la vie dans l'océan. Et qu'on arrive à reconstruire, en quelque sorte, la vie dans l'océan. Il se base sur plusieurs choses, dont une chose, c'est que l'océan est très très résilient. On l'a vu pendant le confinement, on a vu des images à quel point, à quelle vitesse la nature arrive à reprendre sa place. Et donc, en se basant sur ça et sur d'autres calculs, et je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fait 15 pages, c'est en anglais, en langage scientifique si vous voulez, allez-y. Mais en gros, ils expliquent que d'ici 2050, si on s'y prend vraiment aujourd'hui et qu'on a toutes les clés en main, on a tout le savoir, on peut retrouver la vie dans l'océan comme c'était il y a quelques années. Sachant qu'on n'a pas non plus de point de référence, parce qu'on n'a pas commencé à faire des études de l'océan il y a très longtemps. Donc on n'a pas un but, il faut qu'on revienne exactement à cette date-là, au même état de l'océan. Mais ils expliquent bien qu'on est capable de retrouver un océan sain et productif d'ici 2050. Ils expliquent bien que par contre, il faut vraiment soulager les menaces dont je vous ai parlé. Et en plus, tout ce qui va être reconstruction d'écosystèmes, restauration d'écosystèmes, restaurer des coraux, restaurer des mangroves, des forêts de kelp, etc. Ça va pouvoir permettre ça. Après, tout ce dont je vous ai parlé là, je les classe un peu dans l'écologie extérieure. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut mettre au quotidien et qui sont un peu extérieures à nous. Mais il y a quelque chose qui est lié à la 6e menace dont je vous parlais, dont notre indifférence. C'est ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais l'écologie intérieure. Et notre façon dont on s'identifie au monde vivant. Il y a de superbes bouquins
Michel Maxime Heger sur l'éco-psychologie et qui explique un peu justement pourquoi on sait tout ça, mais ça ne change pas forcément. Et c'est lié à la 6e menace, c'est qu'on est complètement déconnecté et complètement indifférent, plus ou moins, à ce qui est en train de se passer. Et qu'avant de vouloir préserver, conserver, restaurer l'océan, il faudrait l'aimer. Parce que, comme c'est écrit ici, la Terre, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aimée. Parce qu'à partir du moment où on aime quelque chose, on le protège automatiquement. Et c'est pas après de faire des sacrifices et de faire vraiment de mettre de l'effort et que ce soit pénible dans ce qu'on fait, parce qu'en fait ça devient naturel. Donc avant ou en même temps que vous mettez en place des choses comme la pêche, la consommation, etc., je vous invite à aller mettre la tête sous l'eau au Bornéo. Je vous invite à aller nager à Sénix, voir les poissons, voir ce qu'on a ici. Allez plonger, allez voir l'océan, l'admirer, le contempler et vous dire mais on a tellement de chance, d'avoir l'océan. Il nous apporte tellement. Donc vraiment, je vous invite à faire ça et à travailler sur cette reconnexion sans laquelle on ne pourrait pas mettre tout ça, tous ces petits éco-gestes quotidiens, ces lois, travailler au niveau national, c'est très bien. Mais si on ne travaille pas sur vraiment nous à l'intérieur, comment on veut se connecter à ça, ça ne sera pas assez, ce ne sera pas suffisant. Et je voulais terminer avec ce passage de François Sarano qui dit la déraison consiste à croire que l'on peut continuer ainsi. L'utopie, c'est ce rayon de lumière qui nous permet d'accepter ce qui se passe et de nous dire que l'on va pouvoir faire mieux. Le marin sait parfaitement qu'il n'atteindra jamais l'étoile polaire, mais ça n'a aucune importance, elle le guide. Et je pense qu'on a tous une étoile polaire. Je pense qu'on a tous quelque chose qui nous guide. Pour moi, elle est au-dessus de l'océan et c'est ça qui me guide aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairé ce soir. Et je voulais vous remercier pour la conférence, pour avoir écouté, être venus aussi nombreux. Et puis, un grand merci. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachant que je peux essayer d'y répondre, mais je ne suis pas non plus la science infuse. Et puis après aussi, ce que je vous propose, c'est que dehors, il va y avoir un petit buffet et c'est cool aussi d'avoir un petit temps d'échanger. Voilà, que tout le monde un peu échange sur ce que je viens de vous dire et ce que vous ressentez, quoi. Voilà. Donc si vous avez des questions, sinon on peut passer dehors. Est-ce qu'il y a quelques questions? C'est décompté. Et l'association, ça... Tiacharima? Ouais, on s'occupe de quoi exactement? Eh bien, vous avez la présidente devant vous. Aurore, est-ce que tu veux présenter un peu Alors en fait, nous, on est à la base d'une équipe de biologistes et on regroupe aujourd'hui des passionnés et on étudie en fait justement, alors nous spécifiquement, les mammifères marins de la région pour faire un état des lieux en fait de santé en fait de l'océan, parce que les dauphins sont une bonne sentinelle en fait de l'état de l'océan. Donc on essaie de faire un état des lieux de toutes ces populations-là, de ces animaux, etc. Et on fait aussi de la sensibilisation, comme fait Louise là. Et on intervient au niveau des scolaires et on intervient sur les échouages aussi, dont a parlé Louise, pour essayer de déterminer les causes de mort sur la face à la vente. Oui, alors ouais, on n'empêche pas de sortir, mais on est l'équipe qui observe. Nous, on va prendre de la donnée en fait. Est-ce qu'il faut plus de Yann Arthus Bertrand, de Nicolas Hulot, de Greta Thunberg?
Bah, je pense que oui, c'est des lanceurs d'alerte. Je pense que c'est une façon de convaincre les gens, d'expliquer un peu ce qui est en train de se passer, de motiver. Je pense que c'est important d'avoir plusieurs sources. Les scientifiques, c'est bien, d'avoir les médias, c'est bien, que ce soit les documentaires, puis après d'avoir des personnalités comme ça. En fait, plus il y a de sources différentes, je pense, plus ça peut atteindre différentes personnes de manière différente. Question? Et je pense quoi de l'aquaculture en général? Je pense que ça te... Ouais. J'en ai pas parlé, c'est vrai. Aujourd'hui, un poisson sur deux, il est pêché, il est sauvage. Le poisson, il vient de l'aquaculture. C'est un peu une question... ouais, je suis pas forcément pour parce que souvent les espèces... Du moins, en fait, ça s'est développé tellement rapidement que ça s'est pas bien développé. Et donc, on va mettre des saumons qui sont carnivores, on va les mettre dans les cages et on va aller pêcher du poisson pour faire de la farine de poisson pour aller nourrir ces saumons qu'on a en cage. Alors qu'on pourrait manger ces poissons qu'on pêche. Donc en fait, je trouve que c'est dommage d'aller pêcher et d'utiliser de la ressource pour nourrir une autre ressource pour nous. Et en plus, si on regarde certaines fermes de saumon par exemple, où c'est nourri à la bactérie, c'est nourri à l'engrais, pas à la bactérie, aux antibiotiques, c'est nourri à l'engrais, il y a des plongées qui ont été faites sous les cages, c'est mort, c'est une zone morte, il n'y a plus de vie en dessous. Au Chili, l'OGT, c'est le deuxième producteur mondial de saumon. Avant ça, il n'y avait jamais eu de saumon au Chili. Le saumon n'existe pas au Chili. Et donc, il y a des saumons qui s'échappent, ça crée de l'invasion biologique encore une fois. Donc, au maximum privilégié, je dirais, le poisson qui a été pêché en sauvage. Même s'il y a certaines aquacultures, maintenant on parle de polyculture, on met vraiment différentes espèces, on recrée tout un écosystème avec vraiment des algues, avec des herbivores et des carnivores, etc. On recrée... Le truc, c'est que la demande en poisson est tellement grande, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire non, il n'y aura plus d'aquaculture, parce que la pêche ne suffit plus. Il existe des zones protégées, comme il y a des parcs naturels dans la forêt pour le Ouais, il y a des aires protégées qui sont toutes petites en termes de superficie par rapport à ce qu'on devrait protéger en fait. Et puis il y a beaucoup de ce qu'on appelle les parcs papier. Donc sur la carte c'est joli, on a une zone et puis on ne regarde pas du tout ce qui se passe dedans. Donc c'est cool, on a coché la case au niveau national, au niveau de l'ONU, c'est bon, j'ai mes 30% ou je ne sais plus combien de pourcentage qui est protégé, mais il n'y a rien qui régule. Donc il en faudrait beaucoup plus. Il en faudrait, après pareil, protéger, est-ce que ça veut dire plus aucune activité humaine? Est-ce que ça veut dire certains engins de pêche? Est-ce que ça veut dire juste interdiction d'installer des énergies avec le courant, etc. Donc ça dépend. Une zone protégée, ça veut un peu tout et rien dire. Il faut faire attention à comment c'est implanté. Par rapport à la surpêche des poissons, des requins, certaines espèces protégées, c'est quoi les sanctions si on ne respecte pas en fait? Si on continue à pêcher les espèces qui sont interdites, on n'a plus le droit de pêcher, ça va être quoi les sanctions? Il n'y a pas de... En fait, quand c'est pêché en dehors des zones économiques exclusives, ça appartient un peu à tout le monde, il n'y a pas forcément de loi qui permet de réguler, et puis il y a beaucoup de pêche illégale en fait. Donc les 80 millions de tonnes qui sont pêchées chaque année, en vrai on est plus proche des 110 millions, mais c'est qu'il y en a 30 millions qu'on ne connaît pas, qui sont... Donc c'est très la question de la pêche est très compliquée au niveau des sanctions, etc. Parce que il n'y a personne vraiment qui régule. C'est un peu un monde de pirates aussi parfois. Donc, Il n'y a pas de comité international qui peut gérer ces affaires-là. pas vraiment. C'est comme la pêche
pêche, la baleine qui est censée être protégée. Et puis les pêcher au niveau de la commission internationale, c'est interdit. Et puis il y a le Japon qui arrive à l'empêcher. Donc commission. Voilà. On va encore applaudir Louise de Solène. Tu pourras la baptiser Léna, cette conférence, puisque c'est ta première. Exactement. Alors on la félicite parce que vraiment c'est sa première conférence à l'âge de 21 ans. Je crois que c'est prometteur. Voilà. Et donc au sein de l'association, on voulait te remettre ce petit cadeau, tout ça, hein, et on te remercie encore. Et puis écoute, tu es bienvenue quand tu veux pour les prochains sujets. Merci. Justement par rapport à cela, vendredi